Alors, cette séance sera la deuxième partie pour l'étude de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Je vais commencer par un rappel de certaines notions que nous avons déjà vues la dernière semaine, mais je vais quand même prendre beaucoup de temps pour répondre à vos questions si vous en avez, et vous pouvez intervenir à tout moment où vous avez une question. Alors, la première partie de cette séance sera pour vous rappeler, comme je vous ai dit, quelques notions qui seront utiles pour l'étude de la fiabilité des équipements, principalement mécaniques. Nous allons commencer par rappeler un peu la notion de ce qu'on a appelé coût d'un équipement sur la durée de vie, la définition ou la différence entre système et composants et les relations qui régissent les composants et les systèmes. Je vais par la suite vous présenter un aperçu sur certains outils mathématiques et statistiques utilisés pour le calcul de la fiabilité principalement. Et on va finir le rappel par quelques notions sur la sûreté de fonctionnement. La deuxième partie, nous allons avoir les détails des définitions des propriétés et les détails de calcul de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Et vous pouvez bien sûr, comme je vous ai dit, intervenir à tout moment par des questions ou des remarques. Qu'est-ce que nous avons appelé système? Nous avons dit qu'un système est un ensemble d'éléments qui ont un ordre bien déterminé et qui sont liés par des relations et des interactions dont l'objectif d'atteindre un résultat bien déterminé. Un système est formé par plusieurs éléments qu'on appelle généralement composants. Ces composants sont dépendants, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre eux. Il y a des interactions dans le cas général et ces interactions aboutissent à un résultat bien déterminé. Qu'est-ce qu'on appelle calcul dans le cas général? C'est le fait de traduire une réalité, un comportement ou représenter un système en utilisant des données chiffrées. C'est-à-dire utiliser des données numériques et définir les relations entre ces données numériques pour présenter un système, un composant ou tout simplement une relation. Comment on peut définir ces relations-là? C'est à travers des opérations, des formules, des lois statistiques ou autres, et finalement des algorithmes. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des méthodes de calcul par opération, formules et lois statistiques. Je vais vous présenter quelques utilisations des lois de la statistique pour l'étude de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Nous avons aussi discuté la dernière semaine la notion de coût sur le cycle de vie. Et là, on peut évoquer deux situations. Il y a le coût total de l'équipement de point de vue concepteur, c'est-à-dire comment le concepteur, le fournisseur du bien, va optimiser son coût total. Et là, il a deux courbes extrêmes. Donc, vous remarquez ici que si on trace la courbe coût en fonction de la fiabilité R, nous allons remarquer que la fiabilité diminue lorsque le coût diminue. Et c'est normal, parce qu'on ne va pas choisir un matériau très résistant, on ne va pas choisir des dimensions adéquates pour la charge supportée par l'équipement, par exemple, etc. Et inversement, si on augmente le coût, la fiabilité va augmenter parce que les choix seront plus adéquats, plus adaptés à la fonction attendue. Entre ces deux extrêmes, on peut définir une courbe de coût total. Et à chaque fois, bien sûr, vous aurez que le coût total égale le coût de conception plus le coût après-vente, du service après-vente. Ou qu'est-ce que ça va nous coûter de ne pas dépenser de l'argent pour améliorer la fiabilité de l'équipement. Cette courbe-là, c'est une courbe de référence qui est utilisée pour pas mal de notions de maintenance ou de production, en particulier pour la fiabilité dans notre cas, et nous allons la voir aussi la semaine prochaine pour l'étude de coût. Donc, rappelez-vous de cette courbe-là qui est utilisée dans pas mal de notions pour justement calculer un coût, principalement un coût total ou un critère total.
Et là, lorsque le constructeur, dans notre cas, va trouver le coût total qui est le minimum de la courbe de coût total, ça ne veut pas dire qu'il va considérer exactement le coût trouvé. Si on veut interpréter ces courbes-là, on va dire qu'on a un point minimal et donc c'est le coût total minimal qu'il faut prévoir pour cet équipement-là, par exemple. Et là, imaginez que nous avons trouvé, par exemple, 3 223 euros. Ça ne veut pas dire qu'on doit dépenser exactement 3 223 euros. On peut, par exemple, définir une limite inférieure et une limite inférieure en disant que le coût de cet équipement doit être le coût pour la fiabilité, je veux dire, pour assurer la fiabilité demandée, doit être entre 3 000 et 3 500 euros, par exemple. Donc, ces courbes-là, ce type de courbe est utilisé pour définir un intervalle de coût optimal. Ça, si on parle de la notion du coût total du point de vue concepteur. Nous avons discuté la semaine dernière aussi la notion de coût total sur la durée de vie d'exploitation de l'équipement. Et nous avons dit que, à part le coût d'acquisition, nous avons d'autres coûts qu'on va subir en tant qu'industriel, en tant qu'utilisateur des équipements durant toute la durée de vie de l'équipement. Qu'est-ce qu'on peut dépenser à part le coût d'acquisition pour un équipement? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que je vais dépenser pour l'équipement à part son coût d'acquisition, de transport, d'installation? Une fois il est mis en service, qu'est-ce que je vais dépenser? Qu'est-ce que je peux dépenser? Pas de réponse? Non, madame. Mais on est en train d'étudier quel module? Maintenance? Oui ou non? Oui, madame. Oui. Il y a des coûts de maintenance pour un équipement. Est-ce qu'on doit payer pour maintenir un équipement ou c'est gratuit? Payé, madame, en tout cas. Oui, donc il y a au moins le coût de maintenance. Il y a la consommation énergétique. Le coût de maintenance, qu'est-ce que je peux trouver dans une intervention de maintenance? Par exemple, je dois payer les salaires des intervenants. Je dois payer les Oui. pièces de rechange. D'accord? Je dois payer le coût d'arrêt de la machine, le manque à gagner. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le coût sur la durée de vie. Et là, je me rappelle bien que nous avons cité l'exemple des réfrigérateurs. Lorsqu'on achète un réfrigérateur économique, là où vous trouvez un A++ ou A3+, c'est que ce réfrigérateur ne consomme pas l'électricité, elle consomme de l'électricité avec une façon modérée. Et là, généralement, ce type de réfrigérateur il est plus cher qu'un réfrigérateur avec un A ou avec un B pour la consommation d'électricité qui est moins cher. Et là, on peut considérer la notion de coût sur la durée de vie en disant qu'on paie un peu plus pour le coût d'acquisition et on gagne sur toute la durée de vie. Un deuxième exemple qu'on peut citer ici, c'est par rapport à l'approvisionnement ou l'acquisition d'équipements de la Chine ou bien de l'Europe. Donc, si on a à choisir entre un équipement acheté de la Chine et un équipement acheté de l'Allemagne, par exemple, certainement, l'équipement acheté de l'Allemagne sera un peu plus cher ou beaucoup plus cher, ce sera plus cher dans le cas général, avec une fonction qui est presque la même. La différence entre ces deux équipements, à part le prix qui est plus cher pour l'Allemagne, ce sera par exemple la durée d'acquisition des pièces de rechange. Et là, on doit calculer qu'est-ce que ça va nous coûter d'attendre par exemple un mois pour avoir la pièce de rechange de la Chine. Qu'est-ce que je vais perdre dans ce cas? Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter un équipement plus cher de l'Allemagne et gagner par rapport à la durée de réparation de maintenance? La notion de durée plutôt coût sur la durée de vie d'un équipement industriel, c'est deux points de vue concepteurs pour trouver le coût optimal de production, de fabrication, conception et fabrication de l'équipement, et il y a le coût sur la durée de vie par rapport à l'utilisateur.
Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va payer pour cet équipement? Et là, c'est une notion très importante, très liée à la notion de fiabilité parce que le coût de la maintenance augmente la fiabilité augmente lorsque les investissements en maintenance augmentent. Donc, le coût sur la durée de vie augmente. Donc là, on doit trouver un coût optimal pour l'équipement sur toute sa durée de vie. On va revenir sur ce qu'on appelle la durée de vie et quels sont les moments qui marquent cette vie-là. Pour ce qui est outils mathématiques et statistiques de la maintenance, ce que je vais vous présenter, c'est un aperçu général sur l'intérêt de l'utilisation de ces outils et méthodes statistiques mathématiques dans le cas général, et en particulier lorsque ces méthodes statistiques sont utilisées pour la maintenance. Les méthodes statistiques ou mathématiques dans le cas général sont utilisées principalement pour estimer un comportement d'un ensemble ou d'une catégorie. On considère une catégorie d'équipements électromécaniques, par exemple, et on va estimer, par exemple, leur comportement, comment leur fiabilité va diminuer, va augmenter, va varier dans le cas général. Donc, on utilise des outils statistiques pour estimer un comportement d'un ensemble plus large. Comment on peut procéder? On peut procéder en commençant par choisir un échantillon, par sélectionner un échantillon. Le choix de cet échantillon-là dépend de la méthode qui va être adoptée, dépend de la taille de la population, c'est-à-dire la catégorie considérée, dépend du critère, dépend des méthodes qu'on va adopter par la suite. Donc, on prélève un échantillon dont la taille est déterminée par des méthodes mathématiques bien précises, on ne va pas les citer ici, et on essaye après avoir bien sûr considéré le critère choisi, on essaye de représenter, de décrire par des histogrammes, par des moyennes, par d'autres méthodes mathématiques, on essaie de décrire le comportement de cet échantillon en se basant sur les données collectées. Donc, on peut, par exemple, tout simplement calculer une moyenne du caractère, comme par exemple de la fiabilité considérée pour l'échantillon prélevé. Et il y a deux chemins. Une fois que nous avons calculé cette moyenne-là, on peut procéder de deux manières. On peut supposer que cette moyenne est déterminée empiriquement, c'est-à-dire expérimentalement, et on va dire que toute la population aura cette même moyenne de fiabilité. Donc on va s'arrêter là. Après avoir déterminé, décrire statistiquement par des histogrammes et des moyennes le comportement du critère de cet échantillon, on va supposer que c'est une estimation expérimentale et on va l'injecter, on va l'adopter pour toute la population. Une deuxième façon de voir les choses, c'est de continuer à partir de cette description statistique et de ajuster la valeur trouvée ou les valeurs trouvées. Ça dépend du critère étudié. Qu'est-ce que ça veut dire ajuster? C'est-à-dire vérifier si cette valeur-là correspond réellement au comportement de toute la population. Et là, nous avons deux types de vérification ou d'ajustement. On peut procéder par un test paramétrique en utilisant des données numériques ou bien des ajustements graphiques. Je vais revenir à ça dans les diapositives suivantes. Une fois que nous avons ajusté par l'une des méthodes paramétriques ou graphiques, on va utiliser les lois de probabilité de la statistique pour définir une fonction de distribution, l'espérance mathématique et la fonction de répartition. Et là, on peut définir avec une façon plus précise le comportement de la population par rapport aux critères choisis. Le deuxième chemin, qui est un peu plus compliqué et un peu plus lent par rapport à une estimation empirique simple, est beaucoup plus précis. Ce que je vais vous montrer dans la diapositive suivante, c'est quelles sont les lois les plus utilisées pour la maintenance, les lois statistiques les plus utilisées, les lois de probabilité les plus utilisées pour la maintenance, et comment on peut ajuster ou vérifier si ce que nous avons défini pour un critère bien déterminé est adapté à toute la population sélectionnée. Je vais vous présenter par exemple l'estimation de la loi R
pour dire c'est quoi le critère noté R pour la maintenance? L'indicateur noté R, c'est quoi? شنو R pour dire quoi? MTBF c'est quoi? Réatabilité avec Reliability, ouais, c'est la fiabilité. R, c'est la fiabilité. M, c'est la maintenabilité. Donc, on va supposer qu'on va étudier le comportement. Les outils mathématiques sont utilisés pour estimer un comportement d'un échantillon. Donc, imaginez que vous avez un ensemble d'équipements et on va étudier le comportement de la fiabilité de ces équipements-là. Pour étudier un comportement, on doit utiliser des paramètres, des caractéristiques de ceux qui sont significatifs pour ce comportement-là. Le paramètre le plus utilisé pour l'évaluation de la fiabilité, c'est le MTBF, c'est le Mean Time Between Failure. C'est le temps moyen qui sépare deux défaillances successives. Donc, on va estimer à la fois ou avoir des données sur, des notions sur la valeur MTBF et sur la fiabilité. Et on va utiliser des outils statistiques pour estimer le comportement de la fiabilité en fonction du temps. Comment on peut procéder? Il y a trois possibilités. Les lois les plus utilisées pour la maintenance sont la loi exponentielle, la loi normale et la loi du Boole. Et chaque loi a ses propres paramètres et bien sûr sa propre équation. Donc, je suppose que vous avez quand même une idée sur l'équation de la loi exponentielle. C'est exponentielle I fois t, par exemple, si on parle de temps. Donc, la loi exponentielle, elle a un paramètre I. La loi normale, elle a deux paramètres qu'on note généralement M, qui est la moyenne et l'écartier. Et la loi du Boole, je vais présenter tout à l'heure l'équation de la loi du Boole, a trois paramètres. Alpha comme paramètre d'échelle, appelé paramètre d'échelle, bêta paramètre de forme et gamma paramètre de position. Donc, un comportement à estimer en se basant sur une caractéristique du matériel. Donc, on va estimer la fiabilité en se basant sur la valeur de MTBF. Et nous avons trois possibilités. C'est-à-dire que R, la fonction R en fonction de MTBF peut suivre une loi exponentielle, une loi normale et une loi du Boole. Comment on peut décider ou comment on peut justifier que la fiabilité suit par exemple une loi du Boole? Donc, on a des étapes à suivre. On commence par collecter des informations R en fonction de MTBF. Pour chaque TBF, on a une valeur de fiabilité égale à combien? Et puis, on va tracer la courbe R en fonction de MTBF dans ce qu'on appelle un papier fonctionnel. Qu'est-ce qu'un papier fonctionnel? C'est un papier adapté à la loi considérée. Pour la loi exponentielle, par exemple, on peut tracer dans un papier millimétré normal que vous connaissez tous. Pour la loi du Boole, si on aura du temps, on va avoir un exemple sur la loi du Boole. La loi du Boole, ça doit être représenté sur un papier fonctionnel gradué en log. Un papier log-log, c'est-à-dire les graduations des axes, des abscisses et des ordonnées graduées à l'échelle logarithmique. Donc, on trace la courbe R en fonction de T dans un papier log-log, papier fonctionnel de la loi du Boole, et si la fiabilité en fonction du temps suit réellement la loi du Boole, on va trouver une droite. Si ce n'est pas une droite, donc ce n'est pas la loi du Boole. On doit tester une autre loi. Donc, on va supposer que nous avons trouvé une droite. On a tracé R en fonction de T dans un papier fonctionnel log-log de la loi du Boole et nous avons trouvé une droite. À partir de cette courbe-là, la droite, on va déterminer les paramètres alpha, bêta, gamma et continue le travail sur ces paramètres-là. D'accord? Mais si vous vous rappelez ici, après avoir, avant d'adopter la fonction, on doit effectuer un ajustement des valeurs trouvées. Qu'est-ce que ça veut dire, ajustement, maintenant? Revenons à l'exemple de la loi du Boole. Imaginez que nous avons déjà tracé la courbe et nous avons trouvé une courbe qui ne passe pas par tous les points, par exemple.
Il y a des ajustements à faire qui peuvent être des ajustements ou des tests graphiques ou des tests numériques. Chaque loi a, si on prend par exemple les tests numériques, chaque loi a une équation d'ajustement qui doit être appliquée si on utilise cette loi-là. Pour la loi du boule, vous avez cette valeur-là, domaine appelée test domaine, pour vérifier si cette courbe-là est bien ajustée, par exemple. Donc, on collecte les informations, on trace la droite, on trace la courbe dans le cas général dans un papier fonctionnel adapté à la loi, et puis on vérifie expérimentalement par des tests graphiques ou des tests numériques si la loi décrit bien le comportement. Dans notre cas, par exemple, l'exemple adopté, R en fonction de T. Ça, si on veut utiliser des lois statistiques pour représenter le comportement de la fiabilité en fonction de temps. Ce que vous connaissez, vous, c'est l'utilisation des lois statistiques, mais plutôt d'équations. On peut utiliser ou bien des équations ou bien des lois statistiques. L'équation que vous connaissez tous pour calculer, par exemple, la fiabilité, c'est commencer par calculer MTBF. Comment on peut calculer l'MTBF? Comment on peut estimer un MTBF? Tout simplement, c'est une valeur moyenne. Donc, il suffit de faire quoi? Pour calculer une valeur moyenne. La somme sur oui. le nombre sur le nombre d'interventions. Très bien. Donc, il suffit d'estimer par une équation simple la valeur de MTBF en calculant la somme des TBFI et en divisant par le nombre des temps de bon fonctionnement. Et puis, si on vous dit que R suit une loi d'Uboule, vous appliquez tout simplement l'équation de la loi d'Uboule en utilisant MTBF. Ou si, comme nous avons vu la dernière séance, si on vous dit que R s'écrit sous la forme exponentielle moins lambda t, donc on calcule lambda qui est égal à 1 sur MTBF et on va calculer R comme étant exponentielle moins lambda t. Donc, il y a différentes possibilités pour calculer la fiabilité et ça dépend de caractères ou des critères que je vais vous mentionner tout à l'heure. D'accord? Pour la sûreté de fonctionnement, qu'est-ce qu'on a appelé sûreté de fonctionnement? Qui peut me rappeler la définition de la sûreté de fonctionnement? Voilà, qui peut proposer ce que la sûreté de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire un équipement qui fonctionne sur Un équipement qui fonctionne sur, c'est un équipement qui tout d'abord assure la fonction requise, la fonction pour laquelle il est acquis, et qui respecte 4 critères, qui sont la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité. On va revenir en détail pour les 3 premiers éléments, fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Et je vais vous demander maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que veut dire un équipement qui fonctionne en sécurité? Qu'est-ce que ça veut dire un équipement qui fonctionne en sécurité? C'est-à-dire un équipement qui ne présente pas de risque lors de son fonctionnement. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque de défaillance tout d'abord. Attention à les types de risques qu'on peut avoir pour un fonctionnement. Il y a les défaillances qui sont des risques techniques. Il y a les risques d'accident liés aux intervenants, par exemple, et il y a des risques environnementaux. Donc, il y a un risque, par exemple, de pollution pour l'atmosphère. Donc, lorsqu'on dit un équipement fonctionne sur, c'est-à-dire l'équipement fonctionne, il est fiable, maintenable, disponible, et il ne présente pas de risque ni pour lui, ni pour son environnement. L'environnement de l'équipement et les autres équipements, l'atmosphère et l'intervenant. Donc, si vous voulez définir la sûreté de fonctionnement, il faut mentionner, être capable d'assurer l'expression qu'il faut dire, c'est la fonction requise,
voilà, la fonction pour laquelle il a été acquis et le fait qu'il a 4 caractéristiques ou bien 4 éléments qui sont la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité. Lorsqu'on parle de la sûreté de fonctionnement, on doit forcément parler de ce qu'on appelle la notion de redondance. Qu'est-ce que ça veut dire, notion de redondance? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mode pour accomplir une fonction requise. On peut réaliser la fonction requise par différentes méthodes. Imaginez que vous avez une ligne de production et vous avez 2 machines en parallèle. Donc, il y a au moins 2 chemins. On peut, par exemple, on a première, deuxième étape, machine unique, et troisième étape à 2 machines 3 et 4. 2 machines parallèles, 3 et 4. Donc, pour réaliser toutes les tâches, on peut suivre le chemin 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 4. C'est un exemple de plusieurs modes d'accomplissement. Ou bien, on peut avoir une chaîne de production qui peut produire différents types de produits. C'est-à-dire, il y a des produits qui doivent passer par toutes les étapes 1, 2, 3 et 4. Et il y a des produits qui vont passer par les étapes 1, 2 et ça sera le produit fini directement. Par exemple, l'étape 3, c'est l'emballage. Il y a des produits qui n'ont pas besoin d'être emballés. Donc, le fait de dire qu'on a une redondance, c'est dire qu'il existe plusieurs modes d'accomplir pour l'accomplissement d'une mission donnée. Lorsqu'on dit redondance, on a 2 cas de figure. Il y a ce qu'on appelle la redondance active et il y a la redondance passive. Une redondance active, c'est-à-dire que tous les moyens mis en œuvre doivent être utilisés simultanément. C'est-à-dire que pour accomplir la fonction, on doit activer tous les équipements. La redondance passive, appelée aussi en attente ou en stand-by surtout, ou de réserve, c'est plus significatif, c'est une redondance qui n'exige pas l'utilisation de tous les équipements pour accomplir la fonction. Donc, si on revient, par exemple, à ce que nous avons eu dans la séance où on a eu la méthode de l'arbre de défaillance. Je vous ai proposé un exemple d'approvisionnement en eau potable, voilà, en eau, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai dit, l'approvisionnement de l'utilisateur en eau à travers 2 lignes. Et là, est-ce que c'est une redondance passive ou active pour l'approvisionnement en 2 lignes? Imaginez que vous êtes la sonnette et vous avez 2 lignes d'approvisionnement pour une même région. Est-ce qu'on va appeler ça une redondance active ou la redondance passive? Actif, madame. Active, c'est-à-dire quoi? Je m'en ai pour l'exemple. Qu'est-ce que veut dire active pour l'exemple? C'est-à-dire que pour approvisionner l'utilisateur, il faut alimenter les 2 lignes. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on doit, lorsque vous avez 2 lignes d'approvisionnement, est-ce qu'on doit alimenter les 2 lignes pour approvisionner l'utilisateur? Ou là, autrement, est-ce que l'approvisionnement d'une seule ligne va accomplir la fonction requise? Oui, parce que s'il y a de l'eau, et on a de l'eau dans une seule ligne, est-ce que l'utilisateur sera approvisionné? Et on dit de l'eau dans une seule ligne, est-ce que l'utilisateur sera approvisionné? Oui, madame. Oui, donc, la fonction requise est accomplie et on n'a pas utilisé toutes les ressources simultanément. Donc, on avait une ressource de réserve. Donc, il y avait une ressource d'appoint qui ne sera utilisée qu'en cas de besoin. Et là, on parle de redondance passive. Donc, on dit que la redondance est passive si on a un équipement qui n'est utilisé qu'en cas de besoin et que même si cet équipement n'est pas fonctionnel, on peut quand même accomplir la fonction requise. Ce qu'on va étudier, c'est principalement actif, c'est-à-dire que tous les équipements doivent être utilisés éventuellement pour accomplir une fonction.
Pour la redondance active, nous avons deux cas de figure que vous connaissez tous, qui sont la configuration en série et en parallèle. Donc, pour la redondance active, on peut trouver des équipements qui sont disposés selon une configuration en série ou en parallèle, et on va voir la différence de calcul. On a vu, je me rappelle plus où est-ce qu'on est arrivé la dernière semaine. On va voir la différence pour le calcul des différents indicateurs de performance de la maintenance si on a des équipements en série ou en parallèle. D'accord? Est-ce que vous avez des questions pour la première partie? Donc, on va passer aux KPI de la fonction maintenance, les plus utilisés de la fonction maintenance de la chaîne logistique, qui sont la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Pour décrire ces critères-là, je vais donner plus de temps pour la fiabilité, et tout ce que nous allons voir pour la fiabilité est aussi applicable pour les deux autres indicateurs de performance. D'accord? Donc, par exemple, je vais citer les types de fiabilité et non pas de maintenabilité, mais ce sont les mêmes types pour la maintenabilité et la disponibilité, avec des définitions différentes relativement, et non, ce sont les mêmes types. D'accord? Avant de passer aux indicateurs, je vais vous rappeler l'axe de temps qui représente la durée de vie des équipements. Et nous avons dit que le premier moment de la durée de vie qu'on a appelé utile des équipements commence par la date de mise en service et se termine par le déclassement. Qu'est-ce qu'on a appelé déclassement? Qu'est-ce qu'on a appelé déclassement? Qu'est-ce que ça veut dire un déclassement d'un équipement? C'est le fait de ne plus compter l'équipement dans le parc matériel du service maintenance. Mais à partir de la date de mise en service, qu'est-ce qui va se passer normalement? Si on a un fonctionnement normal, qu'est-ce qu'on aura? Mise en service d'un combat. Arrêt. Arrêt, c'est un bon fonctionnement. Donc, on aura une période de bon fonctionnement et puis l'équipement va subir une première défaillance. Donc, il veut dire que j'aurai une défaillance dès la mise en service, donc il y a un problème là. D'accord? Alors, mise en service, une période de bon fonctionnement et puis l'équipement va subir sa première défaillance. Et puis, on va travailler pour éliminer cette défaillance. On va appeler cette période pour le moment une période de réparation. Et puis, on va reprendre le service. On va avoir une deuxième période de bon fonctionnement, une deuxième défaillance, une deuxième réparation et ainsi de suite. D'accord? La première période de bon fonctionnement, c'est-à-dire le temps mis pour que l'équipement subisse sa première défaillance, on va l'appeler time to fail. C'est un indicateur très important pour le choix des équipements. Time to fail, c'est le temps mis pour avoir ou pour subir la première défaillance. Le temps de bon fonctionnement après remise en service, on l'appelle uptime. Donc, chaque fois où on a une défaillance, une remise en service, le temps à partir de la remise en service jusqu'aux défaillances, jusqu'à la défaillance suivante, on va l'appeler uptime. La période de la défaillance jusqu'à la mise en service, on l'appelle downtime et non pas la période de réparation. Downtime. Pourquoi ce n'est pas réellement la période de réparation downtime entre la détection de la défaillance, voilà l'occurrence de la défaillance et la remise en service? Qu'est-ce qu'on a pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a pendant la période du downtime? Qu'est-ce qu'on fait? Essai. Il y a les essais, mais ça sera après la réparation. Mais avant la réparation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a les préparations, par exemple l'achat des pièces de rechange. Il y a un sous-traitant qui doit être présent in situ. Il y a, si on a une analyse à faire, si on a des mesures à faire. Donc, généralement,
le downtime est divisé en 3, mais on peut assimiler que ce downtime il est divisé en 2 parties qu'on peut appeler partie d'attente ou de préparation de l'intervention et la partie de l'intervention et c'est la durée de la réparation, on l'appelle généralement time to repair. C'est le temps mis pour remettre en service le bien qui a eu sa défaillance. Donc, le downtime, dans le cas général, est divisé en 3 parties. La partie de préparation ou d'attente, d'intervention et de test et de validation. Dans l'exemple là, je l'ai divisé en 2, attente et réparation. Et parfois, on les simule en une seule période de réparation. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la période. إذا كان عندي نرجعوا لهنا par exemple, عندي temps de réparation. Quand est-ce que je peux supposer que tout le temps, toute la durée est une durée de réparation? إذا كان par exemple l'intervention dure 24 heures ou la préparation dure 5 minutes. Je peux supposer que toute la durée est un temps de préparation, de réparation, pardon. إذا كان le temps il est divisé par exemple, on dit 2 heures de préparation et 3 heures d'intervention. Je dois obligatoirement diviser la période en 2. Et dès qu'on a dit 2 heures de préparation, 2 heures d'intervention et 1 heure de test. Donc, je dois diviser en 3. Ça va dépendre de la répartition. L'essentiel, c'est que la réparation ou le temps d'intervention commence lorsque l'intervention débute. Et là, on appelle cette période-là time to repair. Et la période qui sépare la défaillance du temps de remise en service, on l'appelle généralement downtime. L'année, j'ai présenté un seul cycle. Bon fonctionnement, défaillance, remise en service et bon fonctionnement, deuxième défaillance. Si nous avions plusieurs time between failure, vous connaissez ce paramètre-là. C'est quoi le time between failure par définition? C'est quoi le time between failure? Le temps entre une défaillance et une autre. Entre deux défaillances, ils ont que successif l'année, d'accord? Je peux, il y a entre deux défaillances, je me dis entre la première et la 10e défaillance. Et ça, c'est faux. Donc, lorsque vous voulez décrire l'indicateur time between failure, il faut préciser que c'est le temps qui sépare deux défaillances successives. D'accord? Donc, l'année, comme j'ai présenté un seul cycle, donc on a un seul time to repair, un seul downtime, un seul uptime, un seul TBF. Si nous avions plusieurs cycles, on pourra calculer les moyennes des temps de réparation, des downtime, uptime et time between failure. Est-ce qu'on a une moyenne du time to fail? Est-ce que c'est logique d'écrire MTTF ici? Est-ce qu'on a plusieurs MTTF? Non. Pourquoi? Parce qu'on a un seul temps TTF pour un équipement. Quand est-ce qu'on peut calculer une moyenne? Si on a plusieurs équipements du même type. Donc, on peut calculer le temps moyen, le MTTF pour cette catégorie d'équipement, si vous vous rappelez deux catégories. Donc, l'année, on n'a pas besoin, si on a un seul équipement, on n'aura pas, ce n'est pas logique d'avoir un MTTF. Donc là, vous avez les acronymes de chaque indicateur, si vous en avez besoin. D'accord? Oui, une question? Donc, nous avons une petite remarque à évoquer là, c'est par rapport à MTBF. Parfois, on dit que MTBF, c'est time between failure, et parfois, on dit que MTBF, c'est un moyen de bon fonctionnement. Comment on peut faire la différence entre ces deux acronymes? C'est quoi la différence entre time between failure et temps de bon fonctionnement? C'est le temps de... شنو الفرق ما بين temps de bon fonctionnement et time between failure par rapport à l'axe présenté l'année? Ça fait la différence.
La période de défaillance. Donc, le temps de bon fonctionnement, l'axe. Comment on a appelé ça dans l'axe? C'est le mean uptime. D'accord? Le temps moyen de bon fonctionnement, c'est le mean uptime. Quand est-ce qu'on peut dire que MTBF est égal au mean uptime? Lorsque le mean downtime est très réduit par rapport au mean uptime. C'est le même raisonnement lorsqu'on a discuté le temps d'attente et le temps de réparation. D'accord? Oui, si nous avions un mean downtime très inférieur au mean uptime, on peut dire que le temps de bon fonctionnement, c'est réellement, pratiquement, le temps qui sépare les deux défaillances. D'accord? Sinon, dans le cas de figure représenté ici, par exemple, on ne peut pas dire que MTBF, c'est un temps moyen de bon fonctionnement. C'est un time between fail. D'accord? Donc, il faut comparer les périodes pour décider si on peut ou pas considérer que MTBF, c'est un temps de bon fonctionnement. D'accord? Il faut faire attention. Une dernière remarque à évoquer pour cet axe-là, c'est le fait que cet axe, c'est un axe lié au volet technique d'exploitation des équipements. C'est-à-dire que tous les indicateurs sont liés à l'exploitation technique de l'équipement. Il y a un axe qui peut être représenté en parallèle et qui est lié à la fonction marketing ou exploitation commerciale. Et là, on peut par exemple évoquer la période de garantie. Quand est-ce que ça commence ou ça se termine, la période de garantie, la période de commercialisation de l'équipement sur le marché. Les périodes de garantie, elle peut se terminer avant la défaillance, après la défaillance, ça dépend quand est-ce que ça peut terminer, ça dépend du contrat, ça dépend de l'équipement lui-même. La période de commercialisation sur le marché, est-ce que ça dépend de mon exploitation de l'équipement? Un équipement où le constructeur il ne va plus vendre cet équipement sur le marché. Est-ce que ça a une relation avec le fonctionnement dans l'entreprise? Non, ça n'a pas de relation, mais est-ce que ça affecte le fonctionnement? Le fait de ne plus trouver l'équipement sur le marché, vendu sur le marché. Est-ce que ça affecte le fonctionnement? Qui fait comment? C'est correct. Comment ça peut affecter? retard فيش نعرف كونش في pièce de rechange. Donc إذا كان عندك un équipement qui n'est plus commercialisé شنو معناتها؟ معناتها ces pièces de rechange ne vont plus être fabriquées. Voilà. Donc si j'aurais besoin d'une pièce de rechange, je vais trouver du mal à trouver cette pièce-là parce que ce modèle n'est plus commercialisé. Et vous pouvez sentir ça ou voir ça pour certaines marques de voitures, certaines modèles de voitures, pour les marques qui arrêtent la commercialisation de certains modèles. D'accord? Donc, la commercialisation réellement n'a pas de relation directe avec l'exploitation technique, mais ça peut affecter le fonctionnement d'une façon ou une autre. Par exemple, la commercialisation peut affecter la disponibilité des pièces de rechange ou encore la période de garantie par rapport à l'occurrence des défaillances. La première défaillance, la période de garantie, c'est au constructeur de la réparer, par exemple. D'accord? Oui. Commençons avec les indicateurs, les KPI d'évaluation de la fonction maintenance et commençons par la fiabilité. Ce qu'on a appelé la fiabilité selon la norme AFNOR comme étant la capacité ou l'aptitude d'un équipement à accomplir la fonction requise dans des conditions données et pendant un temps donné, pendant un intervalle de temps donné. Donc, les mots-clés pour la définition de la fiabilité, c'est capacité d'accomplir la fonction requise, conditions données et intervalle de temps. Intervalle de temps, c'est-à-dire sur une période bien déterminée. L'équipement est fiable
sur 3 ans. Donc, la période, l'intervalle de temps, c'est 3 ans. Il a une fiabilité telle pour 3 ans. Les conditions, c'est-à-dire quoi? Par exemple, un type bien particulier de matière première que l'équipement utilise, qui peut être utilisé sur cet équipement-là. Et dès que tu utilises une matière première plus dure, où l'équipement, l'outil de l'équipement se casse, donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas fiable, c'est parce que les conditions fournies pour cet équipement ne sont pas les conditions recommandées par le constructeur. C'est pour ça qu'il faut insister sur les conditions données. Et dans le cas général, la deuxième remarque, dans le cas général, on considère que l'équipement, il accomplit à 100% sa fonction requise au début de l'intervalle. Donc, on revient ici. La date de mise en service, votre camarade, tout à l'heure, il a dit panne. Ce n'est pas logique parce que, logiquement, lorsqu'on achète un nouvel équipement, sauf des cas particuliers, on va voir la courbe en Benoît tout à l'heure, généralement, on suppose que le bien, il est en bon fonctionnement, il est fiable au début de l'intervalle de temps. Comment on peut évaluer maintenant le critère fiabilité? C'est par rapport à ce qu'on appelle la probabilité de défaillance, soit le nombre de défaillances. C'est la fréquence d'avoir des défaillances. C'est-à-dire, un équipement est d'autant plus fiable que le nombre de défaillances subies est faible. Et on évalue ce critère par ce qu'on appelle, ou ce qu'on note R de T, qui est la probabilité par définition de la norme AFNOR, la probabilité d'accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps entre 0 et T. Parfois, vous trouvez R, T, T plus delta T. Si on parle d'une distribution, si on parle d'une loi de probabilité, et là, ça sera la fiabilité ou la probabilité pour que l'entité accomplisse sa fonction requise entre l'instant T et l'instant T plus delta T. Donc, si on n'a rien, c'est entre l'instant 0 et l'instant T, par définition. On a besoin de quoi maintenant pour définir la fiabilité d'un système? On a besoin de ses composants, nombre des composants en particulier, la fiabilité et les relations individuelles, plutôt la fiabilité et les relations entre les équipements et la structure. C'est-à-dire, pour déterminer la fiabilité d'un système, on doit savoir si ces composants sont en série, en parallèle, série parallèle ou indépendants, pour pouvoir calculer la fiabilité du système, et on doit bien sûr connaître les composants et leur fiabilité individuelle. L'objectif de l'étude de fiabilité, c'est de modéliser comment les interactions entre les composants ou les constituants du système vont influer la fiabilité générale du système. C'est-à-dire considérer le layout, considérer la configuration des équipements et puis évaluer les interactions et voir comment ces interactions-là vont augmenter ou diminuer la fiabilité du système, en bien sûr utilisant des équations et des lois de probabilité. Ça dépend du cas. On distingue 3 types de fiabilité. Nous avons discuté ça aussi la dernière séance. On distingue 3 types de fiabilité. Une fiabilité appelée intrinsèque ou estimée qui est calculée pendant la période, pendant l'étape de conception par le constructeur. Une fiabilité prévisionnelle calculée par des modèles mathématiques théoriques. Et là, on parle d'estimation de fiabilité, et c'est pour ça qu'on appelle la fiabilité prévisionnelle. Et on a une fiabilité opérationnelle calculée à partir de données réelles d'utilisation et d'exploitation. Et c'est ce qu'on va étudier tout de suite. C'est l'opérationnel, c'est-à-dire on collecte des informations à partir de l'exploitation réelle de l'équipement et on calcule par des lois de probabilité ou par des équations mathématiques simples, la moyenne par exemple, la fiabilité du système en se basant sur une réalité. Comment on va calculer cette fiabilité? Comme tout autre processus, on va commencer par une phase d'analyse, de collecte d'informations et de traitement de ces informations-là. On va estimer
par des lois de probabilité la probabilité de défaillance ou d'apparition des défaillances sur le système, et puis on va estimer la fiabilité par une équation qui décrit le comportement du critère fiabilité. Généralement, la phase de prévision, c'est-à-dire l'équation que vous devez utiliser pour le calcul de la fiabilité est une donne. Utiliser la moyenne, utiliser la loi exponentielle, utiliser la loi de Weibull, etc. On est juste un rappel de la définition et des types. Et là, on va commencer le calcul de la fiabilité opérationnelle. Pour calculer la fiabilité opérationnelle, vous remarquez ici que nous avons nous avons eu recours à la notion de durée de vie d'un système qui commence par la mise en service dans le cas général et se termine par le déclassement. Et nous avons considéré qu'un système, pendant sa durée de vie, ne peut être que sur deux états. Un état de bon fonctionnement et un état défaillant hors usage. La fiabilité, c'est l'état de bon fonctionnement et c'est l'inverse ou le complément de la défaillance. On évalue le passage d'un bon fonctionnement vers l'état défaillant par un lambda, une probabilité de défaillance. Quelle est la probabilité de passer d'un état opérationnel vers un état hors usage? La maintenabilité, c'est le chemin inverse. Comment on peut rétablir un bon fonctionnement à partir d'un dysfonctionnement? Donc, l'année, comme c'est écrit devant vous, le système est supposé ne peut occuper que deux états opérationnels ou hors usage. Allez, je supposais, en fait, on peut avoir une troisième situation. Je n'y a cette troisième situation, à votre avis? Il est fonctionnel, il est dysfonctionnel ou bien qu'est-ce qui peut arriver à un équipement? Il peut être en fonctionnement dégradé, tout simplement. Il peut avoir un fonctionnement mouche selon la fonction requise. L'année, on a supposé que si l'équipement n'accomplit pas à 100% sa fonction requise, on va supposer qu'il est défaillant. Mais réellement, la défaillance fait à des degrés. On peut trouver un équipement en panne, en arrêt. On peut trouver un équipement en fonctionnement dégradé. On peut trouver un bon fonctionnement. Mais pour l'évaluation de la fiabilité, on va supposer qu'on a uniquement deux situations, c'est-à-dire dès que l'équipement devient incapable d'accomplir 100% de sa fonction requise dans des conditions bien données, on va supposer qu'il est défaillant. Et le passage du bon fonctionnement vers la défaillance est régi par des lois de probabilité bien paramétrées et connues. Si on veut représenter les deux situations mathématiquement, on va considérer une variable qu'on va appeler x et qui représente le fonctionnement d'une entité dans le temps. Cette variable va prendre la valeur 1 si l'équipement est en bon fonctionnement et va prendre la valeur 0 sinon. Si on veut représenter graphiquement ces situations, on va trouver une courbe en crête. La probabilité, voilà, l'occurrence de la défaillance à un instant T est un événement aléatoire. Et c'est pour cette raison qu'on utilise des lois de probabilité pour décrire le comportement. C'est-à-dire, si je sais quand est-ce qu'exactement je vais avoir la défaillance, je vais l'éviter. Donc, on n'a pas intérêt à étudier un événement par des lois statistiques, un événement qu'on sait exactement quand est-ce qu'il va se passer. Donc, puisque les événements, les défaillances sont aléatoires, donc on est obligé d'utiliser des lois de probabilité pour décrire le comportement de la fiabilité. Si on veut représenter mathématiquement la fiabilité R, qui veut dire, comme nous avons vu plus haut, qui veut dire R de T, c'est la probabilité pour que le bien soit fonctionnel jusqu'à un instant T. Voilà, aura une durée de vie supérieure à petit t. La durée de vie, c'est grand T et l'instant de l'étude, c'est petit t. Donc, R de T, c'est la probabilité
pour que le bien soit fiable pendant une durée supérieure à T. Et la défaillance, c'est la probabilité F. Fail, معناتها F, c'est fail et R, c'est reliabilité ou reliability en anglais. Donc, F, la fonction F de T, c'est la fonction de défaillance qui veut dire que c'est la probabilité pour que la durée de vie soit inférieure ou égale à petit t. Et puisque là, nous avons dit que le bien ne peut être que sous deux états, c'est-à-dire ou bien fiable ou bien défaillant, donc on peut écrire cette équation-là. Le 1, le 1, c'est le 100% des situations est égal ou bien F, c'est-à-dire le bien est hors usage, ou bien R, c'est-à-dire le bien est en bon fonctionnement. D'accord? Donc, quel que soit l'équipement, il ne peut être que dans un état de fail, à un instant bien déterminé, ou fiable. Et la somme est le 100% ou le 1. Si on veut représenter par des équations, par des courbes, pardon, ce qui est l'équation écrite ici, on va trouver ces deux courbes-là. Et à chaque instant t, vous allez trouver que f plus r égale à 1. Et bien sûr, chaque fonction peut être déduite à partir de l'autre en faisant la soustraction de cette fonction-là à partir de 1. Si on veut calculer simplement sans passer par les lois de probabilité en MTBF, comme l'exemple que nous avons vu la dernière semaine, on peut tout simplement sommer les temps de bon fonctionnement et diviser par le nombre de défaillances si on considère que les événements sont discrets. Donc, réellement, c'est ce qui se passe l'année. Si on veut calculer MTBF, on va sommer les temps de bon fonctionnement et on va diviser par le nombre d'interventions. Nous avons déjà corrigé cet exemple-là la dernière semaine. On a considéré un compresseur industriel qui a fonctionné pendant 8000 heures et a subi 5 pannes de durée 7, 22, 8,5, 3,5 et 9 heures. Et je vous ai demandé de calculer MTBF. Qui me rappelle qu'est-ce qu'on a fait pour calculer MTBF? Tout simplement. La durée de panne, on a divisé sur 5. On a divisé quoi sur 5? سمعتكش عاود لي؟ La somme de durée de panne. Mais la somme des durées de panne, est-ce que c'est un temps de bon fonctionnement? Madame, C'est du 8000, madame. On a soustracté Voilà. Donc, les données, très bien. Les données, des données de bon fonctionnement. Attendez l'inverse, il faut faire attention. Attendez les temps de dysfonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit soustraire à partir de 8000 les durées d'arrêt. Très bien. Donc, on essaie de mettre 8000 moins 7, moins 22, moins 8,5, moins 3,5, moins 9 pour trouver la somme des temps de bon fonctionnement et on divise par le nombre de pannes et on va trouver 1590 heures. TBF, MTBF sont des temps, donc sont exprimés par une unité qui a la dimension de temps. Ayman, tu as quelque chose à dire? Non, madame, c'est bon. Ah, d'accord. Mais maintenant, on a dit la notion de fiabilité est liée à la notion de probabilité de défaillance. Le cas le plus simple pour calculer lambda, la probabilité de défaillance, c'est de diviser 1 par MTBF. Donc, le lambda, dans l'exemple, par exemple, dans notre exemple de compresseur, voilà, dans notre exemple de compresseur, si on veut calculer la probabilité de défaillance, on va diviser 1 par 1590. Vous allez trouver 6,289 10 puissance moins 4 défaillance par heure. D'accord? Oui, madame. C'est quoi cette courbe-là?
C'est la courbe. La courbe en baignoire qui décrit quoi en fait? Cette courbe décrit quoi? La vie totale de tout équipement. Donc, si l'équipement a un comportement normal, si on prélève les probabilités de défaillance dans différents instants, on va trouver forcément une forme de courbe en baignoire qui divise cette durée de vie en 3 périodes. Période de jeunesse, de maturité et de vieillissement ou obsolescence. Pour chaque période, on a un type bien déterminé de défaillance. Pour la période de jeunesse, on a des défaillances précoces. Pour la période de vie utile aux maturités, on a des défaillances aléatoires. Et pour la période de vieillissement, on a des défaillances d'usure, c'est-à-dire liées à l'âge de la machine. Alors, la période de maturité, on l'appelle vie utile. Pourquoi on appelle la période de maturité la période de vie utile? Les deux autres vies ne sont pas utiles. وقت يبدأ الفونكسيونمون. Oui, Ayman, c'est la période de l'exploitation maximale de l'équipement. C'est pour ça qu'on l'appelle vie utile. Et on a toujours intérêt à augmenter cette période-là. Et tout ce qui est fait par le service maintenant, c'est pour justement augmenter cette période. Donc, vous avez les lois. مادام هما ساعات يحطوا البريود الأولى يسميوها بريود دو روداج والبريود الثانية بريود برودكتيف والثالثة فان دو في يعني. الثانية برودكتيف والثالثة؟ فان دو في. فان دو في. لهنا les nominations dépendent d'une entreprise à une autre. في période de jeunesse, on a des probabilités de défaillance, mais je n'ai pas insisté sur ça, on a déjà discuté ça. Parmi les défaillances qui peuvent être subies pendant la période de jeunesse, soit les défaillances les silos à cause du rodage. La vitesse, la qualité de production n'est pas celle exigée. Donc, on va s'avenir à la période de rodage, parce que peut-être le plus grand nombre de défaillances est lié à cette cause-là. Par exemple, la fin de vie, le vieillissement fin de vie, parfois il y a des entreprises, il y a des équipements entreprises, il y a des équipements, la période de vieillissement dure 5 ans. Donc, fin de vie qui dure 5 ans, c'est pas adéquat. Donc, ceux qui appellent le période de vieillissement fin de vie, c'est peut-être parce que ça ne dure que quelques mois. D'accord? Mais oui, c'est la dernière étape de la vie. Par contre, la vie utile, ça ils l'appellent comment? Exploitation, non, période productive. Productive. Avec Alish, déjà, c'est une vie utile. La productivité, elle est maximale. Donc, c'est très significatif la période productive, on exploite au maximum l'équipement. Merci, Anne. D'accord. Donc, comment on peut estimer la fiabilité par les lois de probabilité sur toute la durée de vie. Il y a deux choses. Ou bien, qui m'a compté comme la dernière semaine, je vous dis que nous sommes dans la période de vie utile et on va supposer que la fiabilité suit une loi exponentielle. Donc, automatiquement, vous allez calculer la fiabilité à partir du paramètre lambda par une loi exponentielle. Dans le cas général, si vous n'allez pas voir ça dans le cours, mais c'est intéressant de le savoir. Imaginez que vous avez une liste de fiabilité en fonction de MTBF, en fonction de temps, dans le cas général. Et on vous demande de déterminer où est-ce que l'équipement l'équipement par rapport à sa durée de vie. Est-ce que l'équipement est dans la période de jeunesse, dans la période de vieillissement ou dans la période d'usure? C'est-à-dire que, en tant qu'exploitant, je ne sais pas l'âge de la machine. Comment on peut procéder? Vous considérez la fiabilité, vous tracez, comme je vous ai dit, lorsqu'on a parlé de les lois statistiques, vous tracez la courbe R de T en fonction de T dans un papier fonctionnel log-log et vous
utiliser cette équation-là. C'est l'équation de la loi de Weibull. Si vous ne savez pas est-ce qu'il s'agit de la période de vie utile ou pas, vous utilisez la loi de Weibull. Vous tracez la courbe comme je vous ai dit, et puis à partir de la courbe, on va déterminer les paramètres bêta, gamma et nu. Comment je peux me situer si le paramètre bêta est égal à 1, voilà, à une valeur très proche de 1, on dit qu'on est dans la période de maturité ou de vie utile. Donc, comme une méthode de calcul du paramètre bêta à partir de la courbe, si je trouve que la valeur de bêta est égale à 1, on peut considérer que l'équipement est dans la période de vie utile. Et là, on peut utiliser la loi exponentielle. Je vais revenir à l'équation. Si bêta est inférieur à 1, c'est la période de jeunesse. Strictement inférieur à 1, c'est la période de jeunesse. Si bêta est strictement supérieur à 1, c'est la période de vieillissement. Et bien sûr, pour la période de vieillissement, au fur et à mesure que bêta est plus grande, l'élément est plus vieux, si vous voulez. D'accord? On revient au cas où bêta égale à 1. Qu'est-ce qui se passe à l'équation si bêta égale à 1? On va avoir une loi exponentielle. Donc, on va avoir gamma, c'est un paramètre de forme généralement égal à 0. On va supposer que gamma égale à 0. Donc, on va avoir quoi? R de t égale à exponentielle moins t sur nu. Si on pose lambda égale à 1 sur nu, on va avoir l'équation R de t égale à exponentielle moins lambda t, et c'est bien l'équation de la loi exponentielle. Donc, c'est le cas général si on ne sait pas dans quelle période on est. Pour vous, vous aurez toujours l'information que vous êtes dans la période de maturité et que vous pouvez utiliser la loi exponentielle pour le calcul de la fiabilité. Mais il est nécessaire de savoir que si vous travaillez sur un équipement que vous ignorez dans quelle étape de sa durée de vie il faut utiliser la loi de Weibull puis déterminer le paramètre bêta pour savoir dans quelle période on est. Dépendamment de la période, à quoi ça sert en fait? Ça sert à quoi de connaître je suis dans quelle période? Est-ce que c'est intéressant déjà? Est-ce que c'est intéressant de connaître, est-ce que l'équipement, c'est surtout la difficulté, ce qui n'est pas très clair, c'est est-ce que l'équipement est dans la période de vie utile ou dans la période de vieillissement? Est-ce que c'est intéressant de savoir cette information? Voilà, on peut travailler sans la savoir. C'est intéressant, madame. C'est intéressant parce que تنجم تطيح لك في أي وقت اون بان الماشين معناها. très bien. كي نوصل vieillissement تنجم تطيح لي في أي وقت en panne. C'est-à-dire quoi? باش ما تطيحليش en panne في أي وقت, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des mesures à prendre. C'est-à-dire que le comportement de la maintenance pendant la vie utile, c'est différent du comportement de la vie, de la période de vieillissement. Par exemple, je vois la différence entre les opérations de maintenance, une différence entre les interventions de maintenance pendant la vie utile et pendant la vie, pendant la période de vieillissement. Je vois la différence. Qu'est-ce qui peut être la différence? Exemple de différence. B. Pendant la période de vie utile, on appelle les défaillances des défaillances aléatoires, et là, on a des interventions de maintenance préventive ou corrective, améliorative. Toutes les interventions de maintenance sont possibles dépendamment des défaillances qui ont lieu. Et l'idéal, c'est de ne pas avoir de défaillance. Si on fait une bonne maintenance préventive, on ne va pas avoir de défaillance. Pendant la période de jeunesse, ce sont des défaillances généralement liées à des causes extrinsèques en relation avec la conception, la fabrication ou encore, comme Ayman a dit, par le rodage, qui les tests de vérification, par exemple, sont nécessaires pour remédier à ces causes-là. Pour la période de vieillissement, l'équipement devient de plus en plus imprévisible. Il va subir des défaillances de fatigue,
des corrosions, des frottements, d'usure, etc. Donc, le type de maintenance le plus adapté à la période de vieillissement est la maintenance préventive. Quel type de maintenance préventive? La maintenance la plus adaptée pour la période de vieillissement. Maintenance préventive systématique ou la conditionnelle, logiquement? Conditionnel. Conditionnelle. Logiquement conditionnelle, pourquoi? Vous savez déjà, le comportement de l'équipement pendant la période de vieillissement est imprévisible. Donc, je dois le contrôler pour vérifier son comportement. Donc, on doit on doit avoir une procédure de maintenance conditionnelle très bien étudiée pendant la période de vieillissement. Par exemple, augmenter la fréquence de mesure, augmenter le refroidissement si on a un fonctionnement avec une température élevée. Il y a des lubrifications, il faut conditionnel, il faut augmenter le contrôle, etc. Donc, c'est principalement une maintenance préventive conditionnelle et on doit avoir une réactivité assez importante par rapport aux défaillances qui peuvent avoir lieu. La courbe en baignoire, je pense que nous avons vu ça aussi la dernière séance, c'est l'année, on évoque la différence entre les équipements électroniques principalement et les équipements mécaniques. Nous avons dit que les équipements électroniques n'ont presque pas de période de jeunesse. Donc, c'est instantanément lorsqu'on met en fonctionnement le composant électronique, on aura directement le début de la phase de maturité. Alors que pour les équipements mécaniques, nous avons besoin de périodes de rodage, par exemple. Pour les périodes de maturité, pour le matériel électronique, quel type d'intervention on fait généralement pour les équipements électroniques? Généralement, on fait des remplacements. Il n'y a pas de réparation. Maintenance, normalement. Oui, il n'y a pas de réparation. Il n'y a que des remplacements. Remplacement, Donc, voilà. Donc, les interventions sont généralement des remplacements systématiques ou conditionnels ou réparation aussi. J'ai une réparation, on aura des réparations par intervention pour remplacement. Pour la période de vieillissement, généralement, les équipements électroniques ont aussi une période de vieillissement assez courte. Mais les remplacements, les normalement peuvent être faits pour les équipements mécaniques pendant la période de vieillissement, les interventions de maintenance ordinaires pour les équipements électroniques. Donc, il y a la courbe en baignoire, quel que soit le matériel, mais il y a des différences spécifiques par rapport au type de l'équipement, surtout une différence entre les équipements électroniques et mécaniques. Les équipements, le matériel électrique, c'est une partie électronique et une partie mécanique. Donc, il peut y avoir les deux combinaisons des deux courbes avec quels sont les équipements qui forment ce matériel-là. Vous pouvez voir, voilà, vous pouvez avoir une idée sur la maintenance de la STEG. Donc, la STEG a un système de maintenance très, très fort et très, très bien organisé. Fait bâche la sous-traitance, mais quand même, il est très, très organisé. C'est un domaine stratégique, bien sûr. Une autre différence entre les équipements électroniques ou électriques et les équipements mécaniques, c'est que pour la courbe en baignoire des équipements électriques ou électroniques en particulier, on a les trois phases très bien séparées. C'est-à-dire qu'on a on peut très bien définir une phase de jeunesse, une phase de maturité, qui est la plus longue, bien évidemment, et régie par la loi exponentielle comme tout autre équipement, et une période de vieillissement liée à l'usure et à la corrosion, par exemple, à l'âge de l'équipement. Pour les équipements mécaniques, par contre, les deux périodes de jeunesse et vieillissement peuvent être fusionnées. C'est-à-dire que la probabilité ou la qualité de l'équipement commence à se dégrader dès le début de la période de jeunesse.
Par exemple, l'exemple de l'engrenage. La qualité, voilà, l'état de l'engrenage commence à se dégrader avec une vitesse, peut-être l'année, la vitesse d'usure, elle est très exagérée. Hein. Quand même, on n'a pas vraiment cette allure-là pour un équipement mécanique, mais la dégradation commence dès le début, avec une vitesse lente au début, et puis elle va être plus importante, et mais quand même, elle commence à se dégrader. La courbe horizontale, comme pour les composants électroniques, il suffit de remplacer, l'exemple des lampes, il suffit de remplacer une lampe pour avoir une luminosité à 100%. Mais pour la mécanique, si on répare un équipement défaillant, un équipement mécanique défaillant, on pourra presque jamais revenir à 100%, et c'est pour ça qu'on a une dégradation dès le début de la période de maturité, et généralement on fusionne. Lorsqu'on veut représenter par la courbe en baignoire les équipements mécaniques, on fusionne la phase de maturité et la phase de vieillissement. Nous avons eu cet exemple-là qui étudie la fiabilité d'une génératrice qui a été déclassée après 16 500 heures, et cette génératrice a subi 218 arrêts. Le responsable a regroupé les durées d'arrêt par 1000 heures, et il a défini 15 classes ou 15 catégories, et pour chaque catégorie, il a calculé un MTBF et un taux de défaillance. La question qui a été posée, c'est quelle est l'évolution de la fiabilité de la génératrice et quand est-ce que la phase d'usure commence? Dès que j'ai une question qui vous demande quand est-ce que la période de maturité commence, quand est-ce que la période de jeunesse se termine, quand est-ce que la période de vieillissement commence, il faut penser à tracer la courbe en baignoire. On pouvait aussi poser la question, est-ce que le comportement de cette génératrice est normal? Si le comportement est normal, donc MTBF en fonction de temps, ou lambda en fonction de temps doit avoir la forme d'une courbe en baignoire. Courbe en baignoire ou la baignoire inversée, les deux sont corrects. L'essentiel, la forme de la courbe en baignoire. Donc là, pour répondre à la question, vous devez tracer un histogramme de chaque lambda ou la MTBF. C'est lambda. Kif, dès qu'un savoir MTBF, vous aurez la même forme. Donc, on a tracé le taux de défaillance en fonction du temps. Et si on trace la courbe, on va trouver très bien la courbe en baignoire. Et donc, on peut conclure que la génératrice a un comportement normal avec 3 périodes de jeunesse, maturité et vieillissement. Et la question par rapport au début de la période de vieillissement, c'est à partir du moment où on a une augmentation de la probabilité de défaillance, et là, c'est à partir de 12 000 heures de fonctionnement. D'accord? On a fait ça la dernière fois. Et puis, oui, question? D'accord, merci. Et puis, on a passé à la redondance en commençant par les systèmes série. Pour avoir une probabilité, pour calculer la probabilité du bon fonctionnement du système, comment on fait? Comment on va avoir un 1 à la sortie? Il faut avoir un 1 partout, parce que les composants sont en série. Et donc, la probabilité pour que le système fonctionne bien, c'est la probabilité pour que tous les systèmes fonctionnent bien simultanément. Et donc, PR système fonctionne égale à la probabilité du produit de C1. Et je vous rappelle que C1, c'est-à-dire C1 en bon fonctionnement, C1 bar, c'est-à-dire C1 est dysfonctionnel. Donc, là, on a le bon fonctionnement. Si on suppose que tous les événements sont indépendants, qu'est-ce que ça veut dire un événement indépendant? C'est-à-dire la défaillance de C1 n'implique pas la défaillance de C2, c'est-à-dire sont indépendants. Les composants sont complètement indépendants. Et la fiabilité d'un équipement ou d'un composant CI est complètement indépendante de la fiabilité d'un autre composant CJ.
Donc, on peut supposer que la probabilité pour avoir un S en bon fonctionnement, c'est le produit des probabilités du bon fonctionnement de chaque composant. D'accord? Et à partir de cette équation, on peut calculer la fiabilité du système. R de T égale au produit RI pour la même instant. Le taux de défaillance est égal à combien? C'est égal à 1 sur MTBF. Et donc, MTBF est par conséquent égal à 1 sur la somme des lambda I. Je nomme les lambda I par rapport à la fiabilité. Lambda I par rapport à la fiabilité, je nomme. كيفاش نلقى الفيابيليتي à partir de lambda? Exponentielle moins lambda t. Voilà, tout simplement, c'est exponentielle moins lambda t. Et donc, si on considère que R égale, comme R égale au produit RI, RS égale au produit de RI, donc RS égale à RA fois RB fois Rn. Et si RI égale à exponentielle moins lambda IT, tout simplement, on va calculer la fiabilité du système par cette équation-là. D'accord? Pour vous, ça sera uniquement la période de maturité. La première application que nous avons déjà fait, on a considéré un poste radio constitué par 4 composants en série, une alimentation, une partie récepteur, un amplificateur et un haut-parleur. Pour calculer la fiabilité du système de 4 composants en série, il suffit de faire quoi? Le produit des fiabilités. On dit 4 composants en série. Fiabilité peut être représentée en pourcentage. Deuxième exemple que nous avons considéré un automobile à 4 cylindres et on va supposer que cette automobile ne peut tomber en panne que si une bougie, un alternateur ou un pneu est défaillant. Donc, on va négliger les autres causes de défaillance. On a les défaillances, on a aussi une hypothèse sur le calcul de la fiabilité par la loi exponentielle. Dans le cas général, c'est la loi du Boole, comme je vous ai dit, et nous avons la MTBF de chaque composant considéré. On vous demande de calculer dans ces conditions la fiabilité d'un voyage de 1000 km. Comment on procède et c'est quoi la différence par rapport à la première application? Donc, il y a un MTBF, donc je dois commencer par calculer les lambda I. Voilà, nous aurons lambda pneu, lambda bougie, lambda alternateur. Donc, voilà, lambda tout simplement c'est 1 sur MTBF. Je vous dis aussi, je vous évoque une remarque très importante, il faut absolument trouver des lambda I très petites. Il ne faut pas trouver un lambda très grand, ça n'a pas de sens. 10-5, 10-4. 10-4, 10-3. Moins 4, c'est presque la valeur moins 5, moins 4, moins 6, ou les valeurs les plus fréquentes. Et il faut pas trouver, par exemple, 0,9. Ça n'a pas de sens. Si vous calculez, vous trouvez une valeur très grande, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut absolument arrêter l'exploitation de cet équipement. Une probabilité de défaillance très grande, c'est-à-dire une disponibilité, une fiabilité très, très petite ou un coût de maintenance très important. On exploite la maintenance pour gagner de l'argent à partir de la production. Donc, on n'a pas intérêt à avoir une probabilité de défaillance importante. Donc, il faut avoir comme la capacité d'interpréter les valeurs que vous trouvez. Ce sont des valeurs normales, surtout pour une voiture avec les risques qu'elle présente. Il faut absolument trouver des 10-5, 10-6. Donc, on a calculé à partir des MTBFI les lambda I, et puis pour calculer, on a deux chemins. Ou bien calculer lambda système et la fiabilité par exponentielle moins lambda système, ou bien on peut calculer la fiabilité de chaque équipement. J'ai choisi de calculer le taux de panne du système. Qui fait qu'on va calculer ce taux de panne? Qui se rappelle ce qu'on a fait? Qui fait qu'on a le taux de panne du système?
Mais la différence par rapport à l'exemple, à l'application 1, c'est qu'on a 4 pneus et 4 bougies. D'accord? Et donc, on va, quand tu fais la fiabilité, le premier exemple, on a multiplié les fiabilités. On a fait la somme. Pourquoi? Hein? Allez, j'en ai ça. Le premier exemple, on a utilisé la production, on a multiplié les fiabilités. خاطر en série. Et en série. En série, la fiabilité, c'est un produit où la probabilité de défaillance, c'est la somme. Parce que il suffit d'avoir un équipement défaillant pour avoir la défaillance. Qu'un arme le produit, c'est-à-dire que je dois avoir tous les produits. C'est comme si j'ai fait le bar par rapport à la fiabilité. Et donc, le produit va être traduit en somme. Et le 4, ici, c'est par rapport au nombre de pneus et nombre de bougies. On va trouver une probabilité de défaillance du système égale à 10-5. Si on veut calculer la fiabilité du voyage de 1000 km, on va calculer exponentiellement lambda t, remplacer t par 1000. On va trouver 69% de fiabilité. Vous avez un troisième exemple, vous allez le trouver comme travail en asynchrone, c'est déjà partagé, voire travail automatique. Donc, vous allez avoir cet exemple-là. Vous avez 4 composants en série et on vous demande de répondre à ces questions, calculer le taux de panne, déterminer la fiabilité globale, MTB, etc. En bas de fiabilité, en bas, on a une question très importante, essayez de la résoudre en asynchrone. D'accord? Tu le travail asynchrone. D'accord. Solution, pour la fiabilité en parallèle, c'est les règles sont inversées. Donc, comment je vais avoir le bon fonctionnement du système? Si j'ai un composant fonctionnel, oui ou non? Donc, la probabilité pour qu'un système fonctionne bien, c'est la probabilité de C1 en bon fonctionnement ou C2 en bon fonctionnement ou Cn en bon fonctionnement. Vous êtes d'accord sur ça? Oui. B. Si on veut maintenant calculer la fiabilité, quand est-ce que j'aurai un dysfonctionnement du système? Si C1 plus C2 plus Cn bar. Donc, la fiabilité, c'est 1 moins cette probabilité parce que R plus F égale à 1. D'accord? Si on continue les calculs, on va trouver que R de T égale à 1 moins la probabilité de C1 bar fois C2 bar fois C1 bar. Et donc, égale à 1 moins le produit des probabilités pour que chaque composant soit en panne. Si on traduit ça par fiabilité, on va trouver que la fiabilité du système égale à 1 moins le produit de 1 moins RI individuellement. Ce que vous allez retenir, c'est cette équation-là. Si vous avez un système en parallèle, la fiabilité de ce système-là se calcule par cette équation. Vous avez la démonstration plus haut. Un exemple simple, vous avez 3 composants ABC avec une fiabilité égale à 0,75. Donc, si vous appliquez cette formule-là, on va avoir la fiabilité du système égale à quoi? 1 moins 1 fois quoi? 0,25. Et 0,25 à la puissance combien? Puissance 3. Puissance 3. Le produit sera le même. Donc, normalement, إذا كان كل composant de fiabilité واحد قلنا 1 moins 0,75 fois 1 moins 0,7 par exemple fois 1 moins 0,72. On a la même probabilité, donc on a 1 moins 75 au cube. D'accord? Comme ici la deuxième question, quel est le nombre de dispositifs à mettre en parallèle? Vous allez utiliser cette même équation pour répondre à cette question. Quel est le nombre de dispositifs à mettre en parallèle pour avoir une fiabilité globale de 99,9%?
C'est une méthode très utilisée pour calculer le nombre de dispositifs. Je vous invite aussi à répondre à cette question en asynchrone. Vous allez trouver 5 composants. D'accord? Je vais finir rapidement par la maintenabilité, par analogie avec la fiabilité. La maintenabilité, c'est l'aptitude d'un bien à être remis en bon fonctionnement après défaillance. Et comme la fiabilité est évaluée par le MTBF, la maintenabilité, elle est évaluée par le MTTR, Mean Time to Repair, et toujours on doit respecter des conditions bien déterminées et fournir les outils nécessaires pour la maintenance pour dire qu'on a une maintenabilité bonne ou pas. مدام بالله تسامحني مدام. في الاكزامبل اللي قبل تو ما نقعدوا نعوضوا مدام بالنومبر اللي نوصلوا معناتها زيرو لازم تخدم بالايكواسيون. وكيفاش تعرف اللي انت معناتها تجرب 1 2 3 4 5 6 7 8 ومن بعد كيفاش تعرف؟ في حاجه بروبابل ما عرفتش خاطر تو احنا كي طلعنا مثلا Donc tu dois utiliser des lois, tu dois pas tâtonner. دائما عندك équation هي l'équation باش تخدم عليها انت هذايا فهمت؟ Donc شو عندك لهنا؟ bon هذيا c'est plus simple. Donc tu vas avoir quoi؟ نعطيكم idée مثال le RS égale à quoi؟ هنا علاش عملنا au cube؟ خاطر عندي 3 composants ولا احنا on cherche un n. Donc je vais avoir معناها هنا انا je cherche le résultat pour 3. Deuxième question, عندك le résultat tu cherches le 3, le n معناتها. Donc tu as عندك RS égale à 1 moins 0,75 puissance combien? Puissance combien? Puissance n égale à quoi? 0,999. وتعمل الكالكول نتاعك فهمت؟ اللوغ على ليكواسيون. تخدم اللوغ على voilà. D'accord? واضح. La fiabilité, elle est évaluée par R de T. La maintenabilité, elle est évaluée par M de T, et qui est la probabilité pour que le système soit maintenu dans un intervalle de temps 0T dans ce cas. Quels sont les facteurs qui peuvent affecter la maintenabilité d'un système? Peuvent être classés en 3 familles. Je peux trouver des facteurs liés aux équipements, des facteurs liés aux constructeurs et des facteurs liés à la maintenance en elle-même. Les facteurs liés à l'équipement, c'est l'indisponibilité des documentations, par exemple. C'est le fait d'avoir un équipement qui n'est pas démontable facilement, qui est difficile à utiliser. Donc, ça va dégrader la qualité de la maintenabilité. Des facteurs liés aux constructeurs, c'est-à-dire la qualité du service après-vente. Il exige que c'est lui qui répare cet équipement-là, mais des délais trop longs. Il y a des difficultés pour l'obtention des pièces de rechange, il y a des coûts très élevés de ces pièces. C'est lié au constructeur ou au fournisseur, ou bien lié à la procédure de la maintenance en elle-même ou des moyens disponibles dans le service maintenance. Ça peut être aussi lié à la compétence des intervenants du service maintenance. C'est-à-dire, si je veux améliorer la maintenabilité, je dois agir sur l'un de ces paramètres, de ces facteurs. En faisant quoi? Par exemple, en améliorant la documentation. La documentation pour la maintenance ou pour la production, c'est un facteur primordial pour la réussite de la fonction. C'est quelque chose de très, très important, la documentation. Et on peut améliorer, par exemple, la formation du personnel. Là, c'est écrit qu'on peut améliorer l'aptitude de la machine à être démontable, mais là, on parle d'une maintenance. Comment? Si on veut améliorer l'aptitude de démontage. Ça va être une maintenance améliorative. Donc, ça va coûter cher. Ça va nécessiter des compétences. Mais ça sera utile pour l'amélioration de la maintenabilité quand même. Dans le cas général, pour améliorer la maintenabilité, on doit agir sur les facteurs liés à l'équipement, au constructeur et à la maintenance. La moyenne des temps de réparation peut être calculée par la somme des temps de réparation divisée par le nombre des interventions. Et comme nous avons le lambda comme taux de défaillance, nous avons le nu comme taux de réparation et c'est calculé à partir de 1 TTR en divisant par 1. En divisant 1 par 1 TTR. Et si
on vous dit que vous êtes dans la période de maturité, la maintenabilité peut être calculée par l'équation 1 moins exponentielle moins muté. Faites attention, ce n'est pas exponentiellement muté. Quand il s'agit d'une maintenabilité liée à la défaillance et non pas à la fiabilité. La dernière partie qui est trop courte, l'année, la disponibilité. Nous avons discuté un tout petit peu il y a deux semaines la notion de disponibilité et nous avons surtout dit que la disponibilité, c'est une fiabilité ponctuelle. D'accord? C'est l'aptitude d'un bien à être en bon fonctionnement, qui a assuré sa fonction requise à un moment donné si certaines conditions sont assurées, bien évidemment. Pour qu'un équipement soit en bonne disponibilité ou ait une bonne disponibilité, il faut qu'il soit maintenable et fiable. C'est-à-dire, il faut qu'il subisse un nombre d'arrêts réduit, arrêt pour maintenance ou autre, et il faut qu'il soit rapidement remis en bon état s'il tombe en panne. Donc, pour avoir une bonne disponibilité, on doit avoir une bonne maintenance et une bonne fiabilité. Et ça se traduit par le calcul de D de T, qui est la probabilité qu'un équipement soit disponible dans des conditions données à un instant T. Et c'est pas entre une période de 0 et T, c'est à un instant T. Il faut faire attention là. Et on peut calculer la disponibilité en divisant MTTF sur MTTF, MTBF, MTBF, d'accord? En divisant MTBF par MTBF sur MTTR ou bien mu sur mu plus lambda. Comment on peut évaluer une disponibilité? On a deux paramètres liés au constructeur et deux paramètres liés à l'utilisation. Les paramètres liés au constructeur sont surtout liés à la fiabilité et la probabilité de défaillance et la maintenabilité par conséquence. Et les facteurs liés à l'utilisateur, c'est la gestion de la maintenance et de la production. Et là, on parle de la disponibilité opérationnelle constatée dans une exploitation normale sur terrain. Je vous propose les deux équations suivantes pour le calcul de la disponibilité d'un ensemble de composants ou d'une ligne de production, par exemple. La disponibilité d'un système à l'instant T est égale au produit des disponibilités individuelles si le système est en série. Et si vous avez une configuration parallèle, vous calculez la disponibilité du système comme étant 1 moins le produit de 1 moins DI. Et vous pouvez démontrer ces équations-là à partir de cette équation. D'accord? Et je vais finir par cet exercice que vous allez trouver aussi en exercice en asynchrone. Vous allez proposer des équations pour calculer, faites attention, mouche la disponibilité, mais c'est l'indisponibilité. C'est 1 moins la disponibilité, si vous voulez. Et vous avez ces quatre configurations, série en série parallèle et des composants indépendants. Donc, pour le travail en asynchrone, vous avez cet exercice. Vous avez un exercice pour le système série, troisième application du système du calcul de la fiabilité du système en série. Et vous avez la deuxième question de l'application sur la fiabilité du système parallèle. Vous avez jusqu'à الوقت ايش تحبوا؟ vous avez jusqu'à lundi à midi. D'accord, madame. Mais ça vous va? Oui. D'accord. Je me termine par deux, même pas plus, bien. Sinon, j'arrive pas à corriger. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Classroom. D'accord? D'accord. D'accord. Merci. Ça va, merci. C'est moi.